Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de mon entretien avec Charles-Henri Gallois. Et cette troisième partie d'ouverture, tu as décidé de nous parler d'un film qui t'a marqué particulièrement, le film Gattaca qui date de 1997. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce film ? Alors j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers politiques habituels et des conseils qui peuvent être en livre politique ou en roman, en fait, plus pour parler, j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, pour parler en fait aux jeunes générations. On voit notamment depuis le Covid de plus en plus de problèmes de santé mentale et autres, et de quelque part de développement personnel. Et moi, dans ma jeunesse, en 1997, j'avais 9 ans. J'ai vu ce film en fait, et ce qui m'avait marqué, pour resituer un petit peu l'environnement, c'est que c'est une sorte de fiction où on est dans un monde quelque part entre l'eugénisme ou le transhumanisme, où en fait les parents peuvent sélectionner les meilleurs gènes pour leurs enfants. Et pour rentrer dans certains endroits, notamment pour rentrer à la NASA, à la conquête spatiale, il faut avoir les gènes très spécifiques pour pouvoir rentrer. Et vous avez dans cette histoire-là 2 frères, et donc il y a un frère qui a été conçu en fait selon cette méthode, et l'autre qui n'a pas été conçu selon cette méthode. Et vous avez en fait le frère qui n'a pas été conçu par cette méthode, par tout un tas de subterfuges qui arrivent à falsifier en fait son identité génétique pour faire croire qu'il ferait partie de ce club des élites, et qui arrive à l'intégrer, et qui quelque part fait aussi bien que les autres. Il y a notamment une scène hyper célèbre où il fait une nage dans l'océan avec son frère qui lui a toutes les capacités génétiques et donc physiques pour parler crûment, l'exploser à la natation. Et en fait ils vont très très loin dans l'océan, plus loin qu'ils ne l'ont jamais fait quand ils étaient jeunes, parce qu'il y a cette première scène où ils font cette natation quand ils sont jeunes, et le frère qui est le plus doté génétiquement lui dit, mais à un moment où ils sont très très loin de la côte, mais comment tu fais en fait pour nager aussi loin? Il lui répond que moi je ne pense pas en fait à la nage retour. Et pourquoi en fait ça c'est exceptionnel pour moi, et que ça a été quelque part aussi une sorte d'inspiration. Évidemment, il y a plein de grands hommes de l'histoire de France qui m'ont toujours inspiré par les lectures, Charles de Gaulle, Napoléon et autres, mais j'ai été inspiré par ce genre aussi de films, et le côté en fait dépassement de soi. Et ça rappelle aussi, moi j'adore le sport, certains sportifs, malheureusement, il y en a un très célèbre qui vient de prendre sa retraite, qui s'appelle Rafael Nadal, qui a eu tout un tas de blessures dans sa jeunesse, qu'on annonçait à chaque fois une fin de carrière dès le début de sa carrière, en fait, qu'on annonçait, qu'on disait moins technique que Federer, moins ci, moins ça, et par en fait un mental, et également, on l'oublie souvent, il avait aussi une technique exceptionnelle, mais par un mental absolument génial et hors norme, en fait, qui a réussi une carrière exceptionnelle. Alors il est certes derrière Novak Djokovic en termes de nombre de grands chelems, mais il a des records extraordinaires, 14 Roland-Garros, qui ne seront jamais battus. Et en fait, ce sont ce genre de figures, au-delà des figures historiques, ça peut paraître évidemment moins prétentieux ou moins politique, ce sont, je pense, des figures qui peuvent inspirer en fait les jeunes, ou ce genre de choses qui peut inspirer les jeunes, c'est de dire en fait jamais rien lâcher, parce que dans la vie, c'est comme tout, la vie n'est jamais, c'est comme l'histoire d'ailleurs, la vie n'est jamais linéaire. Vous avez des moments où vous allez être plus ou moins bien, des jours qui vont être plus ou moins heureux, plus ou moins bons pour vous. Et en fait, d'avoir cette mentalité, comme peut l'avoir justement le personnage principal dans le film, ou un Rafael Nadal sur les pistes, c'est une sorte de dépassement en fait quotidien et d'état d'esprit qui, je pense, peut aider les jeunes à passer les mauvais moments, ou à se surpasser en fait, d'être toujours dans le mieux, dans l'excellence, et de jamais en fait se laisser abattre. Et moi en tout cas, ce sont clairement des personnages qui m'ont toujours inspiré, en politique ou ailleurs. On peut toujours prendre des coups, mais moi j'ai toujours été dans cet état d'esprit en fait de quelque part jamais rien lâcher, jamais renoncer, et toujours continuer et croire en soi. Et je pense que ça c'est fondamental, hein. Le personnage du film, il a réussi, malgré toutes les probabilités en fait contre lui, à le faire aussi, non seulement parce qu'il a lâché, mais parce qu'il a cru en fait en lui. Et je pense que c'est fondamental d'avoir cette fierté, cet orgueil en fait de croire en soi, si on veut réellement dépasser les montagnes, si on veut accomplir ses buts. Ça veut pas du tout dire être prétentieux ou autre, mais je pense que c'est fondamental d'avoir cette confiance en soi qui peut tout simplement résulter sur le fait qu'à partir du moment où on se dit qu'on a fait le maximum
qu'on a tout donné, qu'on a mis tous les ingrédients, et ben quelque part on n'a pas grand-chose à se reprocher, même si ça veut pas dire, voilà, il faut toujours essayer d'améliorer tel ou tel, et on peut toujours s'améliorer à tous les niveaux. Mais je pense que cet aspect abnégation, confiance en soi, en fait, est fondamental à la fois pour traverser les tempêtes et pour quelque part ne jamais s'effondrer et toujours continuer à aller de l'avant. Donc j'espère que ceux qui nous regardent, en tout cas pour les plus jeunes d'entre eux, regardent ce film, qui puisse les inspirer. Peut-être que pour les plus jeunes d'entre eux qui n'ont pas eu la chance de voir Rafael Nadal au sommet en fait de sa carrière, qui le regardent, notamment à Roland-Garros, sur le court, mais pas qu'à Roland-Garros, parce qu'il a gagné Federer dans la cathédrale à Wimbledon, sur le terrain de Federer en 2008. C'était un match exceptionnel dont je me rappellerai toujours la finale face à Medvedev à l'Open d'Australie pour son deuxième Open d'Australie est absolument phénoménal. Et donc c'est un joueur qui a renversé les montagnes en fait avec un mental exceptionnel, qui a été énormément blessé parmi ce qu'on appelle les 3 plus grands joueurs, celui qui a manqué le plus de tournois du Grand Chelem par blessure et autres. Donc il a eu des moments très difficiles, il s'est à chaque fois relevé, et c'est un immense champion, je pense, qui peut inspirer beaucoup de monde, en tout cas qui peut être évidemment, tout le monde n'est pas Rafael Nadal parce que tout le monde n'a pas sa technique ou autre, mais chacun en fait avec ses capacités, avec ses quelque part compétences, peut, je pense, s'inspirer de ce genre de personnage. Je pense que ça tire tout le monde vers le meilleur résultat possible. Alors c'est vrai que quand tu m'as dit que tu voulais parler de Gattaca, moi je me suis dit il va avoir une discussion sur l'eugénisme, sur le transhumanisme, un truc voilà. Et en fait non, mais c'est intéressant. J'ai vu, alors moi je l'ai vu quand j'étais au collège, c'était mon prof d'anglais qui nous l'avait fait voir. Comme quoi les profs d'anglais n'ont pas toujours des mauvaises idées, parce qu'ils en ont souvent quand même. Ça dépend de l'établissement, mais je veux pas tirer voilà. Sur mes profs, j'en ai eu des très bien aussi. Mais ils en ont quand même souvent, de pas mal, on connaît les cours d'anglais qui sont toujours idéologiquement très très marqués. Je pense que avec la nouvelle victoire de Trump, les profs d'anglais ont déjà leur futur chapitre prévu pour les 3-4 années à venir, donc ça va être génial. J'en ai profité en 2016, très longtemps. Mais donc voilà, je suis assez surpris de la tournure de la discussion, mais positivement. J'ai vu un peu avant de commencer cet entretien, j'ai vu que le réalisateur de Gattaca c'était aussi le scénariste d'un autre film, le Truman Show. Oui. Et je le savais pas du tout, mais donc je savais pas non plus, voilà, mais j'avais pas en tête, mais très bon film aussi. Voilà, très bon film. Registre différent. Registre différent, mais qui parle quand même de la capacité, parce que le Truman Show, donc c'est cet homme qui est dans une télé-réalité, mais qui n'a pas conscience d'être dans cette réalité. Il est né en fait dans la télé-réalité, il est né dans l'environnement de la télé-réalité, il pense vivre sa vie. Tout autour de lui, sa femme, ses amis sont des acteurs, c'est le travail de... Toute sa vie est scénarisée en fait. Toute sa vie sans est scénarisée. Qu'il ne le sache, et sauf qu'au bout d'un moment, il en prend conscience, et on lui laisse le choix soit de rester dans son rêve, soit évidemment de sortir, et donc il choisit de sortir de cette télé-réalité. Et donc, certes, c'est un registre complètement différent, qui est un registre plutôt comique, mais maintenant que je le sais, j'y vois quand même une forme de parallèle, un thème en tout cas de ce scénariste et réalisateur, qui est de prendre sa vie en main. Dans Truman Show, voilà, il sort de cette matrice qui est la télé-réalité, il prend sa vie en main et il décide d'être maître de son destin plutôt que de rester dans un petit cocon privilégié. Et dans Gattaca, donc il choisit de prendre sa vie en main. Alors, pas de rester dans un petit cocon privilégié, puisque je crois qu'il est employé de ménage au début du film, mais il décide lui aussi de prendre sa vie en main et d'aller lui contre les probabilités. Donc voilà, en tout cas, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur. J'aurais dû regarder, mais peut-être que c'est un thème qu'il exploite plus souvent que ça, et plus au-delà même d'un seul film. En tout cas, c'est 2 films que je recommande évidemment. Et pour la question du développement personnel, du mental, de la mentalité, c'est évidemment des messages extrêmement positifs. Je pense que tout le monde a intérêt à prendre conscience au plus tôt, et ça passe à l'adolescence par un certain nombre d'expérimentations de ces cartes, parce que tout le monde n'a pas les mêmes cartes. Tout le monde n'est pas le Rafael Nadal, mais tout le monde en tout cas a des cartes, a des qualités personnelles, a des choses qu'il peut mettre en avant. Et c'est la première étape du développement, c'est de vraiment prendre conscience de ses qualités. Et pour accorder un petit peu à la politique, même si ce que je dis ne vaut pas que pour la politique, c'est que en politique, on a tous envie d'occuper certaines places.
mais tout le monde n'est pas fait pour être exactement au même endroit. Et donc non mais je dis pas qu'il y en a qui sont absolument faits pour la lumière et d'autres non. Bien sûr, mais ce qui est certain, et je pense que tout le monde peut prétendre à un certain nombre, à une certaine exposition, au moins à une reconnaissance de son travail. Mais voilà, dans tous les cas, il faut prendre conscience de son rôle, il faut prendre conscience de ses cartes à jouer, mais en revanche, au sein de ses qualités, chercher à les développer le plus possible. Et oui, chercher à aller le plus loin possible avec ses cartes. Bien sûr, et ça là-dessus, c'est entièrement vrai. Et d'ailleurs, en politique, chaque maillon est essentiel. Surtout quand on a fait une campagne, on a fait une belle campagne de terrain lors des législatives. Chaque personne, en fait, est importante, que ce soit le militant de terrain qui va nous aider à boiter, faire parvenir des idées, celui qui va coller, évidemment, le candidat qui va plus être dans la lumière, dans la défense des idées, lors des débats et autres. Mais chaque maillon, en fait, a son importance et a quelque chose à amener à cette grande aventure, en fait, collective qui est la politique et qui est même une élection. Donc ça, c'est évidemment très vrai. Et il y a de toute façon des 1000 façons de se dépasser et on peut se dépasser dans 1000 domaines différents, effectivement, en fonction de ses appétences, de ses qualités, de ses compétences. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir effectivement en tête. Ce que tu as évoqué rapidement en parlant de cette mentalité qu'il faut avoir, c'est que depuis la crise Covid, mais en fait ça date d'un peu avant, et la crise Covid a accéléré les choses d'une manière dramatique. La France vit aujourd'hui d'une épidémie, d'une maladie qui est bien plus grave en fait que le Covid-19, qui est la dépression. On est, alors je sais pas si c'est en Europe ou en Occident, mais on est le pays où il y a le plus de consommation d'antidépresseurs. On a des taux de dépression, particulièrement chez les jeunes femmes, qui sont stratosphériques, c'est du jamais vu. Toi, tu penses que c'est dû à quoi ? Personnellement, je pense que voilà, c'est dû à une mentalité générale, c'est à une crainte vis-à-vis de l'avenir. Il y a une situation économique et financière dont on a parlé, qui est évidemment dramatique. Il y a aussi une crise d'angoisse vis-à-vis de l'écologie. Moi, j'appartiens à une génération, je suis né en 2000, où quand on entend aujourd'hui des des militants écologistes dire on ne parle pas assez de l'écologie, c'est une blague absolue. Depuis que j'ai 6 ans, on me parle de l'écologie et on me dit qu'on va tous mourir dans 10 ans. Mais vraiment. Et je dis pas que c'est pas un sujet important, au contraire, c'est un sujet important, mais capital. Il y a façon et façon de le traiter. C'est un sujet capital, mais il y a une angoisse existentielle qui est très forte dans ma génération. Alors aujourd'hui, en grandissant, il y a d'autres angoisses qui arrivent. Il y a une angoisse du remplacement technologique qui est assez importante. Il y a une angoisse vis-à-vis, on a parlé d'immigration, mais qui est réelle. Bien sûr, oui, qui peut mais exister, ouais. Il reste dans ma génération, et notamment chez les jeunes filles, une forte angoisse existentielle vis-à-vis de l'écologie, en se disant le nombre de filles de mon âge, donc moi j'ai 24 ans, qui disent ne pas vouloir d'enfants parce qu'elles ne veulent pas les envoyer dans un monde aussi terrible. Alors on a envie de leur dire qu'au XIVe siècle, avec la guerre de 100 ans, ils ont bien fait des enfants et ils s'en sont sortis, mais sans être méprisant, c'est un sujet qui est grave, c'est un sujet qui est important. Bien sûr, oui. Au niveau de la mentalité. Est-ce que toi tu vois d'autres causes à cette épidémie de dépression ? Il faut dire que le Covid-19 n'a pas aidé non plus. Moi, à chaque fois, honnêtement, pendant le Covid-19, j'avais la chance, à l'époque, je travaillais en Suisse à l'époque, et j'avais la chance d'avoir un confinement très léger en fait en Suisse, et donc de pouvoir aller se balader, de pouvoir sortir et autres. Et tu vas faire des jaloux, hein, c'est sûr. Et je m'imaginais en fait à la place, parce que j'ai été étudiant à la place d'étudiants qui sont souvent parmi les meilleures années, celles où on fait beaucoup de rencontres, de développement, même de fêtes, enfin peu importe, de liens sociaux très forts. Et je me disais, en fait, il y en a tout un tas en fait qui étaient complètement confinés, coupés de relations sociales et autres, et c'est absolument terrible pour ces années-là. Donc forcément, ça a un impact. Et l'aspect, je suis d'accord là-dessus, l'aspect l'écologie, un sujet d'ailleurs trop important pour être laissé aux escrologistes dont je parlais tout à l'heure, notamment les antinucléaires, mais la dérive quelque sorte millénariste en fait de certains écologistes amène évidemment une anxiété quelque part vitale chez tout un tas de jeunes, donc ça peut aussi expliquer. Après, il y a 1000 cas différents qui peuvent expliquer ça, la dureté de la vie, les conditions économiques ou autres. Il y a 1000 cas différents, mais je pense que sur les grands axiomes qui peuvent expliquer la recrudescence globale, ces deux-là, en tout cas, en font indéniablement partie. D'autant que ça a des conséquences réelles. Aujourd'hui, j'ai parlé des antidépresseurs, le fait qu'aujourd'hui il y a une recrudescence du recours à la psychologie aussi qui est extrêmement important, au point où la psychologie, ça c'est
alors je n'ai pas énormément pensé la chose, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la psychologie est devenue, le recours au psychologue a été extrêmement normalisé, au point où dès que quelqu'un ne va pas très bien aujourd'hui, on lui propose d'avoir recours à un psychologue. Ouais, après, ça c'est, je pense, un petit peu différent, parce que la santé mentale est quand même quelque chose d'important. On voit, d'ailleurs, ça existe même dans le sport. Avant, c'était un sujet qui est un petit peu tabou, le côté de la santé mentale, mais des grands clubs qui utilisent ce type de services et autres. Donc je sais pas, je pense pas que ce soit. Je dénonce pas le recours. Je pense que c'est intéressant que ce soit aussi massif. Moi, je pense pas que ce soit une sorte d'effet de mode. À mon avis, c'est peut-être quelque chose qui était avant sous-estimé, et notamment parce que dans les sociétés qui sont plus dures, on va dire dans les pays en développement où les conditions d'existence fondamentalement sont plus dures, quelque part il y a moins ces aspects-là, parce que c'est pas du tout pris en compte. Alors que dans les sociétés plus développées qui se penchent plus en fait sur ces aspects-là, forcément c'est là aussi, quand on se penche sur un sujet, qu'on voit d'éventuelles problématiques, que c'est traité, pris en charge, etc. Donc c'est difficile là-dessus de voir un lien de cause à effet, autant sur l'aspect angoisse, dépression, on peut voir des grands axiomes. Là-dessus, je pense que c'est pas une mauvaise chose en soi, que ce soit un sujet qui soit plus mis en avant et qui soit davantage traité. Non, mais je dénonçais pas évidemment le recours à l'aide si quelqu'un en a besoin, bien sûr, mais c'était plutôt ce qui m'interroge, c'est le fait que ce soit extrêmement normalisé, au point où c'est vu comme un parcours de vie normal d'avoir recours à un psychologue. Alors que, évidemment, s'il y a besoin d'un psychologue, il faut absolument en avoir, en consulter un, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, c'est presque vu comme quelque chose de banal. Les gens suivis par un psychologue en parlent comme s'ils étaient allés voir leurs copains, quoi. Et ça m'interroge, parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est assez récent. Et que c'est pas juste une frontière entre pays en développement et pays plutôt en avance économiquement. C'est quelque chose que en tout cas j'ai l'impression, qui est vraiment récent à échelle 10-15 ans, quoi. Oui, peut-être, mais encore une fois c'est l'histoire de l'œuf et la poule. Est-ce que c'est ça, ou c'est parce que la question de la santé mentale est plus mise en avant à l'heure actuelle, ou du moins est plus prise en compte? Ça veut pas dire que c'était quelque chose qui n'était pas quelque part, qui n'existait pas avant, mais peut-être qu'il était moins mis en lumière, moins sur le devant de la scène, et moins quelque part pris en charge. Donc c'est très difficile d'avoir un avis ultra tranché là-dessus, si ce n'est que de reconnaître et de voir que c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant, de plus en plus mis en avant, et de toute façon, si ça peut aider, tant mieux. Et comment on fait alors pour rétablir la santé mentale des Français? Rapidement, bien sûr, on peut leur proposer tous d'aller voir Gattaca, mais il y a peut-être autre chose. Ça, c'est l'aspect plutôt développement, encore une fois, personnel. Je pense que cet aspect de confiance en soi, de relâcher, je pense que c'est fondamental. Mais après, il y a aussi des grands éléments macroéconomiques et macro d'une manière générale qui peuvent aider. Je pense que on est à l'heure actuelle aussi, en plus de l'aspect millénariste écologique, dans une sorte de repentance permanente de la France. On voit Emmanuel Macron, on a l'impression qu'il fait une repentance par pays, par mois, à chaque fois pour cracher sur la France. Je trouve que le programme d'histoire de la France met très peu, en France met très peu en avant les grands moments de l'histoire de France. La France, évidemment, a ses parts de zone d'ombre comme tout le monde, mais a peut-être une des histoires les plus glorieuses du monde. On met pas beaucoup en avant ces grands moments-là. Je pense qu'il faut rendre confiance en la France. Évidemment, ça ne passe pas que par l'éducation et par l'histoire. Ça passe par une nation qui va droit de l'avant et qui regarde en fait vers l'avant, alors que là, on a l'impression d'une France à la fois par les aspects repentance et autres qui ne cessent de regarder dans le rétroviseur. Je pense qu'il faut des grands projets en fait pour la France qui redonnent foi à la France. À l'époque du général de Gaulle, on était capable de faire les centrales nucléaires, le TGV, le Concorde, sur lesquels d'ailleurs, plus le Concorde, mais sur lesquels on vit encore maintenant. Je pense que la relance du nucléaire peut être un gros projet, une grande ambition nationale. Je pense que la réindustrialisation est clé pour l'avenir économique de la France et doit être aussi une grande thématique et une grande aventure nationale. Il faut en fait relancer aussi ces grands projets d'avenir, alors que la France, à l'heure actuelle, malheureusement, elle apparaît comme
effectivement en piètre état et regardant en permanence vers le passé. Je pense qu'il faut à la fois relancer une fierté d'être français et relancer des grands projets en fait, d'avenir pour la France. On fait le lien quand tu parles de l'histoire et de l'écologie, quelque part, et effectivement, il faut redonner une fierté de son passé pour redonner une confiance dans l'avenir. Donc redonner une confiance dans l'avenir en disant les choses vont bien aller, elles peuvent bien aller. Et alors, tu parles de grands projets, je pense qu'effectivement, il y a une place qui est capitale à avoir, je dirais, au-delà des grands projets, même de confiance dans l'avenir et de rêve dans l'avenir. Bien sûr. Moi, je pense que voilà, la réindustrialisation et le nucléaire, c'est évidemment capital, mais je suis pas sûr que ce soit forcément des enjeux en soi qui soient capables de faire rêver cependant les gens. J'avais parlé lors de mon dernier entretien avec Philippe Fabry de la conquête spatiale, en disant que effectivement, ça pouvait être un axe de rêve, de se dire, on peut aller plus loin. C'est ce que fait Elon Musk aux États-Unis, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que Ariane et le programme spatial européen paraît complètement, là encore, à des années-lumière de ce que fait Elon Musk avec SpaceX. Mais effectivement, l'aérospatial, d'une manière générale, même dans l'aviation, il peut y avoir des grands projets qui sont quelque part aussi corrélés à une réindustrialisation, parce que ça va de pair. Oui. Mais il faut effectivement des grands projets qui puissent redonner une envie de voir le futur, une envie de voir le futur, parce que quand on voit donc je reviens les jeunes filles qui disent j'ai pas envie de mettre mon enfant dans un enfant au monde, dans ce monde aussi terrible, dans cet avenir aussi terrible, leur dire l'avenir non seulement il va pas être si terrible, mais en plus il peut potentiellement être mieux. Je pense que ça peut redonner une confiance absolue. Mais si vous voulez, le grand problème, c'est que les générations actuelles, ou les parents à l'heure actuelle, sont incapables, vu la situation de la France et la médiocrité de nos dirigeants sur les 30-40 dernières années, sont incapables de dire à leurs enfants, mon enfant, tu auras une meilleure vie que moi. C'est plutôt l'inverse, en fait, on est plutôt sur une pente où ils vont dire, mon enfant, tu auras une vie qui sera pire que la mienne. Et donc, c'est évidemment ce cliquet-là qu'il faut inverser si on veut relancer la machine France. Très bien. Eh bien, espérons que de grands projets soient à venir et qu'ils soient pas seulement ceux des pays étrangers, parce que quand on voit l'Asie, la Chine, l'Inde et même les pays du Moyen-Orient lancer de grands projets, on a l'impression d'être un peu exclus de l'avenir. Peut-être que pour redonner confiance dans les gens, il faut chercher à leur redonner confiance dans leur qualité propre et dans leur qualité de leur pays. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Charles-Henri Gallois pour ce troisième entretien en 3 parties. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel invité.